impacte le rayon des eaux minérales. Le directeur n'avait jamais vu ça. Vous avez commandé combien de packs de pain vous avez pas une palette, vous en avez reçu combien, vous savez? Une carnet. Ouais, c'est grosso modo 10%. À chaque fois, on reçoit que 10% de ce qu'on commande sur l'iPar. Certaines marques arrivent au compte-gouttes, quand elles ne sont tout simplement pas en rupture. Il y a eu Perrier qui a eu... Tu me dis. Ah bon? Mais oui. Je me dis pourquoi. Ambon ou Zamboane est une ville d'Indonésie située dans l'île du même nom. C'est la capitale de la province des Maluques. Elle a le statut de Kota. Ces ruptures de stock sont la conséquence d'un séisme sur le marché de l'eau minérale. Eau contaminée, puits fermés, scandale à la chaîne, c'est une industrie colossale qui est secouée. Elle pèse 2 milliards d'euros, selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Les Français consomment 9 milliards de bouteilles chaque année. Ils veulent bien payer leur eau minérale 100 fois plus cher en moyenne que l'eau du robinet, mais en échange, ils attendent ceci. Pureté, bien-être, respect de la nature. C'est l'image que se donnaient les minéraliers. Mais tout cela, c'était avant une série de scandales et de révélations. Que se passe-t-il en sous-main dans cette industrie ? Nous avons enquêté, suivi le fil de l'eau et fait de sacrées découvertes. Sources qui ont été exploitées illégalement ou polluées, soupçons de tromperie et de fraude à grande échelle qui auraient duré pendant plus de 30 ans. Les industriels sont dans le collimateur des associations et de la justice. Dans les rayons en tout cas, la confiance s'est évaporée. Mon petit-fils m'a dit qu'il a été pollué, donc mamie, tu l'apprends plus. On sait plus ce qu'il faut faire, s'il faut prendre... Parce que l'eau du robinet, c'est pareil, hein, il y a des fois, c'est pas bon non plus. Vous êtes au courant des scandales qu'il y a eu récemment sur le minéral ? Oui, on a entendu parler. Et alors, vous en pensez quoi ? Tu t'en vas. Il y en a tous les jours. Alors. Ben voilà. On sait plus, on sait plus. Oh là là, rien faire, hein. Alors peut-on encore boire de l'eau minérale ? Pour tenter d'y voir clair, nous partons dans le Gard, à Vergès. Petite ville, mais immense industrie. C'est là que l'eau de Perrier, filiale du groupe Nestlé, prend sa source. Un patrimoine qui fait la fierté des habitants depuis 1863. Elle est unique. Il n'y a qu'une source, elle est ici. Vous pouvez prendre une bouteille de Perrier en Australie, aux États-Unis ou au Kenya, ça sera 30 310 Vergès. C'est ça notre fierté. Et quand vous avez 30 310 Vergès, c'est chez nous. Il n'y a pas deux usines, il n'y en a qu'une. Perrier a fait beaucoup de choses, quoi. Il nous a aidés, puisque chaque fois que quelqu'un boit une petite goutte de Perrier dans le monde, il y a quelques petits centimes qui arrivent ici. Terrain de sport Perrier, aménagement urbain Perrier, l'usine d'embouteillage emploie 950 personnes. La marque finance presque tout à Vergès. Elle reverse 70 centimes à la ville tous les 100 litres produits. C'est 500 000 € de revenus annuels. Mais en avril dernier, une tempête est venue ébranler le royaume Perrier. Au moins 2 millions de bouteilles à la poubelle. Le groupe Nestlé forcé de détruire une partie de sa production de Perrier. La source de la fameuse bouteille verte est soupçonnée d'avoir été contaminée par des bactéries d'origine fécale. Le regard du monde entier se pose sur ces petits bâtiments, les puits de la source Perrier. L'entreprise aurait-elle tenté de dissimuler la pollution de certains d'entre eux ? Ces contaminations sont en tout cas à prendre très au sérieux, selon Yves Lévy, professeur spécialiste des risques sanitaires liés à l'eau. Ce n'est pas normal dans une eau dont la pureté est originelle, selon la définition réglementaire, considère qu'elle doit être parfaitement pure et surtout qu'elle ne doit pas contenir de bactéries pathogènes. Or, dans ce rapport datant d'octobre 2023, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, fait état de bactéries trouvées sur plusieurs puits, dans des quantités bien supérieures aux normes sanitaires.
La norme est à 0, dans 250 millilitres. On prend 250 millilitres d'eau, il ne doit pas y en avoir dedans. Donc le fait d'en avoir une, c'est une petite alerte qui est pas normale, qu'on va surveiller. Quand par exemple ça se répète souvent et qu'on va trouver plusieurs types de ces bactéries en même temps, là ça veut vraiment dire qu'il y a pratiquement une contamination par des infiltrations d'eau d'égout quelque part. Il y a un risque de maladie potentielle, et en particulier chez les gens les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants en bas âge et les personnes très âgées qui ont leur immunité qui est diminuée. L'entreprise a admis une déviation microbiologique ponctuelle apparue à la suite des très fortes pluies liées à un événement de type méditerranéen récent dans le Gard. Pour rassurer ses consommateurs, Nestlé s'est contenté de nous répondre par mail que la sécurité alimentaire et la qualité de ces eaux minérales naturelles ont toujours été garanties et que les eaux minérales naturelles mises sur le marché peuvent être consommées en toute sécurité. L'entreprise, en revanche, a rejeté toutes nos demandes de tournage. Difficile d'enquêter sur les terres de Perrier. À Vergès, nous nous sommes adressés à la maire de la commune. Pascal Fortuna Deschamps a fini par accepter de nous parler, mais seulement par téléphone. Et cette crise, elle a eu un impact sur l'image de votre commune ? Alors moi, personnellement, au contraire, j'offre du Perrier à tous les gens qui viennent me voir parce que je suis en totale confiance avec le fait que l'eau qui aujourd'hui est vendue et distribuée est complètement saine. Faire le buzz pour faire le buzz, je trouve que c'est une... Une seule salariée du groupe a accepté de nous parler, mais elle souhaite rester anonyme. Elle travaille chez Perrier depuis plus de 30 ans. C'est de la surprise, c'est l'étonnement. Vous n'étiez pas au courant, pareil? Ah non, bien sûr que non, bien sûr que non. Non, il y a eu de toute façon, ça a été bien caché, c'est normal. Quand on n'est pas dans la légalité, forcément, on se cache. Donc, il y a des salariés qui sont déçus. Il y a certains qui sont, on peut le dire, qui se sont sentis trahis parce qu'on a toujours vendu notre eau comme une eau minérale. Mais en dehors de ça, on a trouvé notre marque dans les veines, quoi. Donc c'est quoi qu'il arrive, Perrier, c'est notre eau. Pour mesurer l'ampleur du scandale, il faut d'abord comprendre comment est produite une eau minérale. Et c'est un secret bien gardé par les géants du secteur. Dans le massif des Vosges, une petite marque a accepté de jouer la transparence. Chaque matin, Jean-François, le directeur technique de l'eau de Velminfroid, vient s'assurer que son trésor est intact. C'est de là où tout commence. En dessous, à 25 mètres, on a notre nappe d'eau minérale de Velminfroid. Donc c'est un lieu qui est très précieux pour nous, qui est sécurisé, qui fait l'objet d'une surveillance en permanence. Jean-François fait chaque jour toute une série de prélèvements et d'analyses. Dans son usine, on produit 6 millions de bouteilles par an, quand Perrier en produit plus d'1 milliard. On peut se dire qu'embouteiller de l'eau, ça paraît très simple, on prend de l'eau, on la met en bouteille. Non, vraiment, nous, le challenge, c'est vraiment de surveiller ce produit comme le lait sur le feu, en s'assurant qu'à chaque étape, on maîtrise la qualité du produit au forage et que dans nos bouteilles, on s'assure vraiment de la même qualité du milieu naturel jusque dans le produit fini. Non, ça, c'est les filtres terminaux qu'on utilise avant embouteillage, justement pour vérifier, s'assurer de l'absence de tout résidu. C'est cette petite membrane qui est finalement un peu comme un filtre à café. Ce filtrage mis à part, la réglementation française ne tolère aucun traitement. Pour être classé comme eau minérale,
Une eau doit avoir une composition chimique constante et ne doit être ni trop filtrée, ni traitée, ni désinfectée. Elle doit être embouteillée pure. C'est à ces principes que plusieurs géants de l'eau ont dérogé. Ils pensaient leur petit secret bien gardé. Remontons un peu plus loin, jusqu'à la source de cette affaire. Décembre 2020, un salarié de la marque Saint-Yor en Auvergne va faire vaciller toute l'industrie de l'eau. J'étais technicien du centre de filtration. Je suis arrivé en 2015. Je suis resté 5 ans chez eux. Dès son arrivée dans l'entreprise, il constate des pratiques douteuses. Pour sa sécurité, cet homme a souhaité conserver un anonymat total. Ses propos sont ici réenregistrés par une autre personne. On injectait du sulfate de fer. Il y avait aussi des filtres à charbon pour enlever tout ce qui est résidus d'hydrocarbures et purifier de façon non légale l'eau. Ça, c'était un truc bien dissimulé, c'était top secret. Le sujet était très tabou dans l'entreprise, peu de personnes étaient au courant de ça. Pendant 5 ans, cet agent affirme avoir été témoin d'un système qui s'apparente, selon lui, à une tromperie organisée. Le seul moment où ce système de sulfate de fer était enlevé, c'était pour les contrôles de l'agence régionale de santé. Ils étaient informés de leur présence. Du coup, nous, on avait un appel vocal, bien sûr, il n'y a pas de trace par mail. Et on nous disait, débranche le tuyau, on va être contrôlé. Tout est tromperie, de A à Z. Ils trompent sur toute la ligne. De toute façon, leur mot d'ordre, c'était argent, argent, argent. Ce que je veux vraiment, c'est qu'ils soient jugés et condamnés pour leurs pratiques, qu'ils répondent devant la justice. L'affaire a été publiée sur le site d'investigation Médiacité. De son côté, le groupe Alma nous affirme qu'aucune des eaux embouteillées par Source Alma n'est concernée par des problèmes de contamination bactériologique. Les révélations de ce technicien déclenchent une vaste enquête de la répression des fraudes dans toutes les entreprises du secteur. Puis un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, est remis au gouvernement dans le plus grand secret en juillet 2022. C'est une bombe. On y découvre qu'au moins 30% des marques d'eau font l'objet de traitements non conformes à la réglementation. Et ce rapport d'ajouter que le chiffre est sans doute sous-estimé. Un groupe est tout particulièrement mis en cause, Nestlé Waters. Le leader mondial de l'eau en bouteille a utilisé des traitements non conformes, une utilisation de charbon actif et ultraviolet dont l'interdiction est absolue, ne laissant place à aucune interprétation. En clair, des industriels ont fait croire que leur eau était naturellement pure, alors qu'elle était traitée pour être désinfectée. C'est un séisme pour toute la filière, même pour ceux qui ne sont pas mis en cause, comme Paul Poulaillon. Le propriétaire de la source Velmin-Froid et son directeur marketing ont vu leur vente s'écrouler. On a été clairement impacté. On a sorti les chiffres d'affaires de vente depuis le 1er janvier jusqu'à mi-mai. Donc on se rend compte que semaine 4, à l'annonce du scandale des eaux minérales dans la presse, on a une chute, effectivement. On passe de 50 000 à 20 000, donc on va dire 50%. 50%. Les consommateurs ont eu peur. De nouveau, chute vertigineuse. Depuis, les ventes évoluent en dents de scie. Là, effectivement, le consommateur, on l'a perdu, quelque part. Donc il faut vraiment le regagner, il faut le rassurer. J'ai eu peur que ces grands minéraliers aient cassé le marché de l'eau minérale avec ces scandales. Je pensais qu'on était foutus, quoi. Puis maintenant qu'on arrive peut-être à sortir la tête de l'eau, eh bien, ils nous ont foutu le marché en l'air. Avec son hydrogéologue, Paul Poulaillon met tout en œuvre pour protéger les vertus de sa précieuse source d'eau. On a à peu près 10 hectares pour préserver la ressource, c'est-à-dire qu'aucun exploitant agricole va venir mettre du fumier, mettre des engrais, mettre des choses comme ça sur nos terres près de nos puits. Voilà. Selon l'hydrogéologue, il y a plusieurs facteurs qui expliquent les contaminations de plus en plus fréquentes des sources françaises. Quand on tire des millions et des millions
de mètres cubes par jour, effectivement. En fait, à terme, eh bien, on accroît donc les vitesses de transfert, donc on accroît donc le pompage des éléments de surface et qui, eux, peuvent être contaminés par des activités agricoles, urbaines ou autres, et qui, effectivement, vont se retrouver dans les captages. Si tu pompes comme un malade, forcément, un jour, tu vas pomper un produit qui n'est pas bon, quoi. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Comment on peut faire des telles conneries, quoi? Nous, on aurait fait la moitié, on serait fermé. À quelques kilomètres de Velminfroy seulement, ce coin des Vosges est le fief du géant de l'eau en bouteille. Bernard Schmitt et Jean-François Fleck dénoncent la surexploitation des nappes profondes par Nestlé. 8 ans qu'ils ont démarré leur enquête. Quand je vois cette situation injuste-là, je me sens obligé de combattre. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, je me bats pour eux et ils sont fiers que je me batte pour eux. Donc tout ça renforce notre détermination à lutter. Un médecin, un professeur à la retraite et leur collectif O88 contre une multinationale qui a réalisé plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On nous a dit c'est pas la peine de combattre Nestlé, ils sont beaucoup trop puissants. C'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est David contre Goliath. Voilà, toute la propriété de Nestlé, là ce sont ses voies ferrées, sont entourées par des grillages. À partir de 1992, Nestlé a tout racheté ici. La multinationale est désormais propriétaire des parts, de Vittel, de Contrex. Entre l'achat de l'usine en 1992 et aujourd'hui, on a changé de galaxie en termes de production. En 50 ans, on est passé de 400 millions de bouteilles à 2 milliards de bouteilles. C'est 2 millions de mètres cubes par an prélevés pour l'embouteillage des eaux minérales et les communes alentours, ça représente à peu près 300 000 mètres cubes. Donc il y a un quasi-monopole d'exploitation de la nappe par Nestlé. Le slogan de Nestlé, c'était « puiser sans épuiser ». Mais le slogan n'est-il resté qu'un slogan? La réalité serait bien différente. Et c'est ce qu'affirment avoir découvert Bernard et Jean-François en menant leur vaste enquête sur le terrain. Donc là, on est à Crainvilliers. Alors les forages, c'est par là-bas, je crois. C'est au bord de la route, moi je sais. C'est une carte des forages Nestlé, qui font l'objet d'un prélèvement. Ici, les prélèvements pour le mélange épars. Ça fait partie de Contrex, du mélange Contrex. En 30 ans, Nestlé a transformé ce coin des Vosges en un morceau de gruyère. Ces puits, visibles depuis le ciel, sont exploités légalement pour certains, mais d'autres l'ont été hors de tout cadre réglementaire, selon l'Office français de la biodiversité. Celui-ci faisait partie des 9 forages pour lesquels on a déposé plainte et qui n'avaient pas d'autorisation réglementaire de prélèvement. Et c'est bien ça qui est grave, c'est que depuis des décennies, Nestlé pompe, l'État le laisse faire, sans qu'on ait analysé le fonctionnement de la nappe et savoir si c'était possible. Leur rapport a été repris à son compte par l'Office français de la biodiversité. Il estime qu'entre 1992 et 2019, plus de 19 milliards de litres d'eau auraient été prélevés illégalement par Nestlé. En 2022, l'État a pourtant régularisé ces puits sans aucune étude environnementale. Ce forage de Belle-Lorraine faisait partie de la liste des 9 forages non autorisés, régularisés en 2022 et qui a cessé son activité un mois après la régularisation. Il a dû fermer pour des raisons sanitaires. Voilà, donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ne soit pas dans un territoire de non-droit, de non-respect de la loi et de la réglementation. C'est le rôle de l'État qui devrait être protecteur de ce bien commun. Or, il ne l'est pas du tout. Il est protecteur de Nestlé, l'État. Il n'est pas protecteur des citoyens. Nous avons interrogé Nestlé sur ces accusations. Voici leur réponse. Chaque mètre cube d'eau collectée a été déclaré aux autorités compétentes. Certains éléments administratifs spécifiques à la loi sur l'eau sont en cours d'évaluation par le procureur d'Épinal. L'État aurait-il laissé les grands minéraliers agir en toute liberté? En 2021, un rendez-vous a eu lieu à Bercy entre Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, et Nestlé. Lors de cette réunion,
l'industriel a évoqué ses procédés de filtration de l'eau dans certaines de ses usines. Contacté par téléphone, une source interne au ministère de l'Industrie de l'époque confirme cet entretien. Est-ce qu'il y a eu un compte-rendu officiel rendu public de cette réunion ou pas du tout? Il y a bien eu un rendez-vous à la demande de Nestlé. Ils ont été reçus de mémoire, c'était le 31 août 2021 par le cabinet de la ministre. Cela a déclenché les foudres de cette association de consommateurs. Aujourd'hui, nous, consommateurs, on est en 2024 et on s'aperçoit finalement que ça fait peut-être 3 ans, voire plus, qu'on consomme des eaux non conformes qui ont été traitées illégalement et qu'en plus, les autorités étaient au courant. Donc c'est très, très problématique. Le gouvernement aurait lâché du lest et permis à Nestlé de conserver la microfiltration, pourtant interdite. Tout ça dans le plus grand secret. C'est vraiment scandaleux, en fait, la façon dont, finalement, on peut suspecter qu'il y a eu des arbitrages, mais qui ne soient pas au service de l'intérêt général et des consommateurs, mais plutôt du côté des intérêts industriels. L'association accuse 2 géants de l'eau en bouteille de 9 infractions pénales. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui vont de la tromperie au recours de filtration illégale, à l'absence d'information des autorités nationales. Contacté, Nestlé réaffirme que la sécurité alimentaire et la qualité de ses eaux ont toujours été garanties. Source Alma, de son côté, affirme n'utiliser aucun traitement non conforme. Quant aux précédents ministres de l'Industrie et de l'Économie, ils ont refusé de répondre à nos questions. Mais ce scandale pose aussi une autre question. Les traitements seraient-ils devenus indispensables pour garantir la qualité de certaines eaux minérales? En plus des bactéries retrouvées dans certaines sources, le rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, révèle aussi une contamination aux polluants chimiques. Il est cité la présence de métabolites de pesticides à des concentrations qui parfois sont importantes. Donc ces métabolites, en fait, ce sont des produits de dégradation des pesticides dans l'environnement. Or, le problème ici, c'est que nous sommes sur une zone d'eau minérale naturelle dont la réputation est d'avoir été protégée des pesticides. Et malheureusement, on s'aperçoit que dans certaines de ces analyses, on trouve effectivement ces traces de résidus de pesticides. Pour Yves Lévy, c'est du jamais vu en 40 ans de carrière. Une révélation de cette ampleur, c'est quelque chose dont je n'avais pas eu connaissance jusqu'à présent. On avait des phénomènes ponctuels, il pouvait y avoir dans une usine une contamination, parce que dans ces cas-là, on arrête l'usine, on nettoie l'ensemble du système, et une fois que tout est propre, on redémarre, et là, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, il y avait des événements ponctuels dont j'avais eu connaissance, mais un phénomène aussi global, c'est la première fois que j'en entends parler. Mais comment cette pollution aux produits phytosanitaires s'étend-elle aujourd'hui jusque dans les nappes profondes? Nous poursuivons ce voyage en eau trouble. Jusqu'ici, jusqu'au Rhône. La dégradation des eaux de surface serait-elle une explication? On va en faire un là, un ici. Ces chercheurs à l'Université de Lyon surveillent depuis 15 ans le niveau de contamination du fleuve. Donc 1, 2, 3, c'est parti. En prélevant des carottes de sédiments, Brice Mourier et son équipe reconstituent un historique de la pollution. Oh, ouais, je crois qu'elle c'est bien. Ok. Vas-y, lâche. Il y en a? Ok. Voilà, on a quasiment 80 cm de sédiments, sans trop pousser. Alors ici, c'est la date actuelle, c'est aujourd'hui, c'est la date de prélèvement. Et plus on va en profondeur dans la carotte, plus on remonte le temps en quelque sorte. Ici, vu de nez, on va avoir entre 3, 4 à 5 décennies d'enregistrement au sein de cette carotte. Et les sédiments qui sont dans cette carotte sont une mine d'informations, une mine d'informations pour pouvoir mieux comprendre les relations entre l'homme et son environnement. C'est en laboratoire que ces carottes vont révéler l'ampleur de la pollution de l'environnement. On va procéder de centimètre par centimètre à l'échantillonnage de cette carotte. Après analyse, on y trouve pas moins de 150 micropolluants chimiques différents.
On voit quasiment toute l'histoire de l'industrie depuis une trentaine d'années. Pesticides, phtalates, perturbateurs endocriniens, dioxines, PCB, polluants éternels. La liste est vertigineuse et elle s'allonge au fil des ans. On compte plus de 350 000 molécules de synthèse qui sont actuellement enregistrées et qui sont potentiellement des micropolluants. Ça veut dire que, alors attention, hein, ces molécules-là, elles ne sont pas toutes dangereuses pour la santé, etc. Mais elles sont vraiment, c'est vraiment énorme par rapport à nos capacités, notamment de surveillance. Ce chiffre de 350 000, effectivement, il est vertigineux, mais il représente nos modes de vie et de consommation. Nos modes de vie et de consommation font que l'on va créer de plus en plus, sans cesse, ces substances-là, et que ça ne s'arrête pas, en fait. Les scientifiques soupçonnent que les polluants des eaux de surface s'infiltrent désormais de plus en plus profond dans le sol, jusqu'à atteindre les eaux souterraines et les sources. Ça ne me surprend pas qu'on en retrouve dans les sources d'eau minérale. C'est pas surprenant, mais après c'est au cas par cas. Ça dépend vraiment de là où est localisé le bassin hydrologique de la source d'eau minérale et quelles sont les activités qui sont sur ce bassin hydrologique. Dans ces carottes, l'équipe de Brice Mourier trouve aussi la trace d'une autre famille de polluants. On a beaucoup de PVC. Là, c'est tous les petits points rouges, là? Ouais, c'est ça. Les microparticules de plastique. Donc là, je dirais qu'on est autour de 300 particules, avec majoritairement du PVC. Plutôt des petites particules, hein, autour de 100 microns environ. Et voilà, si on rapporte ça à 1 kg de sédiment, on va plutôt être autour de 10 000, 20 000 particules pour 1 kg de sédiment. Ces microparticules s'infiltrent-elles jusque dans les nappes profondes, jusque dans nos eaux minérales? Aujourd'hui, aucune réglementation n'impose un suivi des microplastiques aux industriels. En revanche, de nombreuses analyses ont été effectuées dans les bouteilles par des chercheurs indépendants. À l'INRAE de Montpellier, Nathalie Gontard est une spécialiste mondiale de la pollution plastique. Depuis 35 ans, elle surveille toutes les études sur le sujet. Elle est là, c'est celle-ci. La plus récente date de janvier dernier. Elle vient de l'université de Columbia aux États-Unis. C'est la première à se pencher sur les plastiques les plus dangereux. Microplastiques, donc ce sont des particules qui ont une taille du micromètre. Le micromètre, c'est la poussière qu'on voit apparaître dans un ray de lumière, par exemple. Par contre, la nanoparticule, elle est 1000 fois plus petite. Donc l'œil ne la voit plus. Ils sont encore plus dangereux que les microplastiques parce qu'ils pénètrent plus, la particule est petite et plus elle passe facilement les barrières biologiques. Depuis des années, elle recense toutes les données portant sur les concentrations de nanoplastiques dans les bouteilles d'eau minérale. Puis il y a, voilà, il est là. Ici, elle trouve en moyenne, les micro-nanoplastiques sont à une concentration de 2,4 exposant 5, c'est-à-dire 240 000 particules par litre d'eau en bouteille. C'est horrible. Mais la découverte des scientifiques, c'est que le plastique contenu dans les bouteilles a de multiples origines. Il y a 3 grands types de populations. La première population, ce sont des microparticules et elles sont issues du corps de la bouteille et du bouchon. Ensuite, il y a une deuxième population qui serait apparemment essentiellement issue des traitements de filtration. La troisième population, ce sont essentiellement des nanoplastiques, donc des tout petits plastiques, mais qui sont en très grande quantité et qui sont majoritairement des nanoparticules de PVC et de polystyrène. Et là, pour le coup, il s'agit de pollutions plastiques, mais qui sont anciennes. C'est-à-dire qu'elles sont issues des sources et des nappes phréatiques où l'eau est pompée. L'impact sur notre santé est encore méconnu. Les recherches débutent tout juste. Mais pour Nathalie Gontard, inutile d'attendre pour agir. Donc nous devons réduire notre usage
de plastique. En ce qui concerne l'eau, moi ça me paraît assez simple. Arrêtons d'utiliser et de consommer de l'eau en bouteille. Pour beaucoup de citoyens, le mouvement est déjà en marche. La chute des ventes d'eau en bouteille est difficile à mesurer. Nestlé, par exemple, refuse de communiquer ce chiffre. Ce qui est certain, c'est que Perrier a réduit sa production de plus d'un tiers en 2 ans. Il y a bel et bien une crise de confiance avec les Français. Alors que faire quand on se méfie de l'eau en bouteille et de celle du robinet? Il existe de plus en plus de solutions alternatives pour filtrer son eau à la maison. Carafes filtrantes ou encore dispositifs à installer directement sur le robinet. Cette entreprise, elle, s'est placée sur le créneau des osmoseurs, des appareils de filtration. On constate quand même qu'on a beaucoup plus d'installations. Là, depuis 2024. Là. Ce qui revient souvent, c'est les bouteilles d'eau, hein, le plastique. Il y a peut-être aussi l'actualité sur la qualité de l'eau en bouteille. Ce client, par exemple, ne veut plus entendre parler d'eau en bouteille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, ouais. Très bien. Bonjour, entrez. J'ai un peu fait la place et puis voilà. Ouais, j'ai vu, c'est très bien. Très bien. C'est un grand jour, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, logiquement, fini la consommation de bouteilles plastiques. Donc c'est quand même fini les limbagos et puis au moins contrôle de l'eau que l'on boit à domicile. On est sur un format, j'allais dire, familial. Donc là, on va raccorder l'arrivée d'eau. Arrive par le tuyau noir. L'osmoseur, c'est une succession de filtres qui bloquent les particules 10 millions de fois plus petites qu'un millimètre. Le dispositif coûte 1 500 € avec l'installation. Ensuite, on a la membrane à osmose. Et là, on a une membrane qui reminéralise légèrement l'eau. Au moins, l'eau consommée ici sera une eau le plus pure possible, le plus filtrée possible. Pour être en tout cas plus serein et ne pas avoir presque l'obligation, l'injonction de boire je ne sais quel polluant éternel. Enfin, en ce moment, on voit bien que la littérature est très importante sur le sujet. Toutes ces solutions ont de plus en plus de succès, même si les études scientifiques manquent quant à leur efficacité sur tous les micropolluants. Hop, on va juste la tester. La première goutte. Alors, l'émotion qu'elle procure. Bah, évidemment, alors je la trouve assez ronde. C'est une eau assez ronde, c'est rigolo. Ce qui est surprenant, c'est que mon grand-père, lui, allait directement dans un puits prendre son eau. Et aujourd'hui, on se retrouve avec de la technologie pour devoir boire une eau, on va dire, dénuée de tout polluant. On voit bien qu'en une petite 50aine d'années, les choses ont dû véritablement changer. Quelque chose s'est passé. De leur côté, les industriels, eux aussi, préparent l'avenir. Pour continuer à exploiter ces puits à la qualité dégradée, Nestlé a créé une nouvelle gamme de boissons aromatisées. Cette fois, l'eau est traitée, désinfectée. Maison Perrier ressemble à l'eau minérale, à la couleur de l'eau minérale, mais ce n'est plus de l'eau minérale. Début septembre, au tribunal d'Épinal dans les Vosges. Ce jour aurait pu être celui du procès de Nestlé. Le numéro 1 mondial de l'eau en bouteille est accusé par des associations de défense de l'environnement et de consommateurs de tromperie à la consommation et de prélèvements illégaux. La répression des fraudes aurait estimé leur montant à 3 milliards d'euros. Bon ben voilà, ça va être dans 10 minutes qu'on le saura. Mais il n'y aura pas de procès aujourd'hui. Le procureur a proposé à l'industriel une CJIP. Cette convention judiciaire d'intérêt public permet à l'entreprise de verser une amende sans passer par la case procès. Le groupe Nestlé va payer au total 3 600 000 € d'amende et d'indemnité aux associations. Messieurs, au revoir, vous dansez le dé. Par prix de justice. Vraiment. C'est honteux. C'est la Certaines associations sont mécontentes de cet accord.
Au 88, celle de Jean-François et Bernard va toucher 100 000 euros. On pourra réutiliser une partie, c'est des sommes qui nous sont allouées, pourront être réutilisées pour faire un travail technique et scientifique. Est-ce que Nestlé reconnaît ses torts avec cette procédure? Je ne fais pas de commentaires. Merci. Les avocats de la multinationale sont satisfaits. La procédure à laquelle vous venez d'assister ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité. C'est une solution judiciaire qui est proposée par un parquet et qui est validée par un président de tribunal. Mais Nestlé n'en a pas fini avec les procédures. Foodwatch vient de déposer 2 nouvelles plaintes contre les groupes Alma et Nestlé. Les multinationales sont également visées par une mission parlementaire et un audit de la Commission européenne. Ingrid Kragle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et de l'information spécialiste des fraudes au sein de l'association Foodwatch. Votre association n'a pas accepté la transaction financière proposée par le procureur d'Épinal. Vous avez décidé de porter plainte à nouveau contre Nestlé Waters et contre Source Alma. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait déjà déposé plainte en février dernier. Notre plainte déposée à Paris a été transférée au procureur d'Épinal, qui ne semble pas s'en être occupé. Donc, elle n'a pas été instruite, il n'y a pas eu d'enquête préliminaire, en tout cas sur base des infractions que nous avions listées. Et puis, surtout, le procureur nous a demandé de chiffrer un préjudice et d'accepter cette convention judiciaire qui a comme conséquence d'éteindre toute action à l'égard de Nestlé, ce qui est pour nous inacceptable. Donc, nous redéposons plainte, cette fois avec constitution de partie civile. En fait, c'est ça votre espoir, c'est qu'un juge d'instruction s'empare du dossier et qu'il ouvre à nouveau une instruction. Quelle est votre réelle chance de gagner ? Je veux dire, est-ce que ça va durer des années ? C'est ça aussi le risque, qu'il y ait une procédure qui dure. Le jeu en vaut la chandelle, en fait. Même si la justice doit prendre son temps, il faut que ça commence. Aujourd'hui, le vrai problème avec cette convention, c'est qu'elle envoie un signal au monde entier, pas juste à Épinal ou à la France. Elle dit, nous, on s'est mis d'accord derrière des portes closes, on a signé ce petit papier accompagné d'un chèque. Et tout est fini. Non, en fait, c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous espérez exactement ? Des sanctions ? Des amendes qui sont des amendes records ? Qu'est-ce que vous espérez ? En fait, il y a des pourcentages de chiffre d'affaires, mais il y a aussi, pour une fois, on aimerait aussi que l'État soit condamné, en fait. L'État a sciemment décidé de se taire, d'occulter la vérité auprès des citoyens, alors que son job, c'est justement de faire appliquer les réglementations européennes qui sont très précises et qui nous protègent efficacement. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe vous soutient pour le coup ? Dans un courrier que la Commission européenne nous a adressé, ils ont dit oui, vous avez raison, les consommateurs ont le droit d'être protégés, ils ont le droit à la transparence et ce n'est pas normal. Et nous, on a tout appris par la presse. Donc déjà, 1. 2, on leur a demandé que les autres États membres soient d'une façon ou d'une autre informés, parce que jusque-là, jusqu'à ce courrier, en fait, la Commission européenne n'avait rien mis en branle, et donc les autres États membres n'étaient pas au courant. Alors que ces eaux étaient exportées partout en Europe. Alors que ces eaux étaient exportées et consommées partout en Europe. Et dernière chose, en fait, on a dit, au vu de la façon dont ça a été géré par l'État français, il nous semble qu'il faudrait d'urgence réaliser un audit. Qu'est-ce que c'est un audit ? C'est l'Europe qui envoie une agence qui, effectivement, la Commission européenne a accédé à cette demande et elle a envoyé pendant 2 semaines les auditeurs. Il est sévère. Et l'audit publié en juillet, juste avant les Jeux Olympiques, est extrêmement cinglant. Et en fait, ils ont fait un boulot incroyable et ils n'ont pas de mots assez durs pour dire que le gouvernement ne s'occupe pas de la fraude, n'est pas armé, n'en fait pas une priorité. Et puis surtout, ils ont confirmé que ces fraudes avaient bien lieu. Ils sont allés à la fois dans les différents niveaux d'autorité, donc nationaux, régionaux, etc., mais aussi dans les entreprises. Et donc, en fait, ils ont fait le boulot. Maintenant, en fait, il faut que la justice fasse son travail. On ne peut pas tolérer que ces fraudes soient mises sous le tapis à la faveur d'une convention décidée à Épinal. Merci à vous, Ingrid Kragle. On va continuer à parler d'eau, mais totalement différemment. Vous savez combien ça coûte un pack d'eau comme ça dans l'Hexagone ? Entre 2 et 3 euros. Celui-ci, on l'a acheté 2,22 € dans le supermarché dans lequel on est allé l'acheter aujourd'hui. C'est 2 fois plus en Martinique et plus globalement pour toutes les denrées alimentaires, c'est plus 40%. Alors la plupart des familles n'y arrivent plus, la situation est en train de dégénérer. Il y a des manifestations, des violences, des barrages routiers ou des pillages de magasins. Laura, bonjour. Bonsoir Élise. Tu es notre envoyée spéciale sur place et le moins qu'on puisse dire, c'est que la mobilisation se poursuit malgré le couvre-feu. Oui, effectivement, depuis une semaine, les manifestations se succèdent et là, vous pouvez voir, ce sont les transporteurs routiers de la Martinique qui se sont joints au mouvement de mobilisation. Ils bloquent la rocade de Fort-de-France. Et il y a eu les taxis, il y a eu les chauffeurs de bus.
Pour ce reportage, nous sommes partis à la rencontre de ces Martiniquais qui souffrent chaque jour de ces prix devenus fous. Nous avons aussi rencontré les leaders de ce mouvement qui luttent contre la vie chère et qui demandent une chose, l'alignement des prix martiniquais avec ceux de l'Hexagone. La Martinique est en colère. Samedi dernier, dans les rues de Fort-de-France, ils étaient des centaines à défiler, en pleine interdiction préfectorale. L'ambiance de carnaval est bon enfant. Comme depuis le début des manifestations, toutes les actions sont relayées en ligne. Cette marche passe devant ce supermarché, un symbole. Car c'est la grande distribution qui est pointée du doigt dans cette crise. Ce soir-là, la manifestation se termine dans le calme. Tout a commencé le 1er septembre, avec des blocages et des actions coup de poing dans les supermarchés, organisées par un mouvement spontané. En marge de la contestation, des violences ont éclaté et des renforts de CRS sont arrivés sur l'île, une première depuis 1959. La commune du Robert, à 20 km de Fort-de-France. Nous y rencontrons Valérie et son amie Josette sur le parking d'un hypermarché. En caméra discrète, nous les suivons à l'intérieur. Comme pour de nombreux Martiniquais, faire les courses est devenu une épreuve. Cette laitue, pourtant locale, est près de 2 fois plus chère que son équivalent dans l'Hexagone. 2,59 €. Mais c'est même pas beau. Et en plus, elles sont pas vertes du tout. Dans chaque rayon, Valérie fait la grimace. 9 €. Quand c'est... Comme devant ses lentilles vertes. Si c'est 20 centimes, c'est 20 centimes, hein, c'est 30 centimes. Non, je prends ça. Elle coûte plus de 2 €. 20% de plus que dans la même chaîne de magasins ailleurs en France. J'ai une autre option. Système D. Valérie se rabat sur les lentilles blondes. Ouais, je prends ça, je prends ça. Les kilos, ça gonfle, moins donc cher. Ça va le faire. Allez. Dans son caddie, il y a seulement 21 articles. Des boissons, quelques légumes, mais surtout des conserves. Pour un total de 50 €, accablant pour elle. 50 €. Je vais en acheter. C'est ça le truc que je vais en acheter. Valérie est la gérante de ce traiteur snack depuis 2 mois. Avant, elle était salariée dans la restauration. Ses courses vont lui servir à préparer une commande traiteur le lendemain. Mais là, ça c'est resté là. Pourquoi 2,59 €, c'est resté. En ce moment, elle traque les bons prix partout. Au supermarché, chez le grossiste, au marché. Mais ça ne suffit pas. Même les produits d'ici sont chers. Cette semaine, j'ai acheté le poisson à 16 €. 16 €, on m'a vendu le poisson. On m'a dit que si je ne voulais pas de le laisser là. En tout cas, j'espère vraiment que ça va changer parce que non, c'est pas possible. Des gens qui arrivent avec leur salaire, qui travaillent des fois, qui ont un bon salaire, et puis qui se retrouvent le 10, 15, quand tous les prélèvements sont passés, ils n'ont rien. C'est votre cas? Ah si, c'est mon cas. Moi, je vois rien du tout, moi. Je vois rien du tout, moi. Je vois juste, je survis, moi. Je survis, il faut que je vive, il faut que j'ai ma maman, il faut que je m'occupe. Alors même si elle doit rester au fourneau toute la semaine, Valérie soutient à distance le mouvement contre la vie chère. Non. Josette, il a mis une interdiction de manifester. Ton préfet. Ah bon? Il cherche des problèmes, ça va finir mal, ça.
Interdiction de manifester et de se rassembler d'ici lundi dans plusieurs communes. Ce sentiment de frustration, d'inégalité avec l'Hexagone, certains enfants du pays ont réussi à le traduire en chiffres. Toi, tu veux un thé aussi ou pas? Jessica est graphiste. Robin est développeur informatique. À eux deux, ils gagnent en moyenne 5 000 € par mois. Mais même avec ces salaires, à chaque repas, la vie est chère. Globalement, tout est cher. Les œufs, payés 4,50 €. Ça, par exemple, ça se voit que ça s'est bien importé, donc ça, à mon avis, ça doit avoir son coût. Mais pour un apéro, des fois, on va un peu au-dessus du budget, donc ça arrive. Il y a 6 mois, le couple vivait encore à Toulouse. En rentrant au pays, ils ont été choqués par les prix en magasin et ont décidé de comparer. Alors typiquement, là, j'ai pris un produit lambda, au hasard, et on voit qu'ici, on a le prix France, donc à 2,99 €, et ensuite, on a le prix Martinique à 5,57 €, avec une différence de prix de plus d'2,58 €, ce qui représente une variation de 86%, donc ce qui est relativement énorme. Donc là, on est sur un produit du rayon jus de fruits et légumes. En fait, tout simplement, c'est une sorte de robot, entre guillemets, qui lui va aller sur les différentes pages des différents sites et qui sont publics. En fait, c'est des informations publiques, accessibles à tous. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'information et on l'interprète de façon très factuelle. Cette pratique, pourtant courante en France hexagonale, n'existait pas jusqu'à la création du site de Robin il y a seulement 15 jours en Martinique. Le jeune homme est quand même limité. Leclerc est la seule enseigne qui partage ses informations en ligne. Le parallèle est édifiant. Pour un panier de fournitures scolaires, Robin a calculé une différence de près de 80%. Sur certaines couches, 70%. Bien assez pour que ce jeune couple s'interroge sur son avenir ici. Je me dis, si un jour on veut faire une famille ou avoir des bouches en plus à nourrir, c'est sûr que là, c'est une question à prendre en compte, quoi. C'est vraiment, si là, il faut qu'on commence à acheter des couches, du lait, etc., déjà là, on trouve que c'est cher, mais en plus, je pense que ça peut être exorbitant. Des prix plus élevés, d'abord parce qu'une taxe locale, l'octroi de mer, pèse sur les importations. Elle finance les collectivités locales. Devant la préfecture, celui qui est devenu la figure du mouvement contre la vie chère, c'est lui. On est chez nous ici! Rodrigue Petitot, On est chez nous ici! surnommé le R. C'est un ex-prisonnier condamné pour trafic de drogue. Devenu activiste, il est aujourd'hui reconnu dans les rues. Avoir des commerçants aujourd'hui porte la cause de tout un pays sur votre dos, on le voit. On a quand même voulu marquer le coup. Ça fait plaisir, franchement. Ouais, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Pour se faire entendre, son association a multiplié les blocages. Ce jour-là, c'est une opération Molokoï. Escargot en créole. La cible, la rocade de Fort-de-France, l'axe principal de l'île. Les taxis sont venus en nombre, mais le mouvement ne vient pas des syndicats. Attention sur les violences des casses. Pour rassembler, le R utilise le réseau social TikTok et diffuse en direct. Le problème, c'est la vie chère. Le problème, c'est que c'est un petit nom qui détiennent ce pouvoir-là de nous mettre à genoux. 2000 personnes sont connectées. Ils suivent, ils sont branchés, ils sont en direct, ils sont là. C'est normé. C'est normé et c'est eux, les petites mains qu'on ne voit pas, qui prennent des vidéos, qui republient, c'est la pertinence du truc qui republie, ils sont là, ils sont attentifs, ils font passer l'information. Donc on est comme une équipe de petites fourmis et puis c'est le fait de tous fonctionner ensemble qui fait le pouvoir de ce qu'on fait là. Sur le barrage, tout est filmé, enregistré, diffusé. Ces vidéos, en dehors des médias traditionnels, ont convaincu Christophe, infirmier libéral, de se mobiliser. Voilà, en fait, je suis en contact directement sur le TikTok du R, où on a toutes les informations. Au bout d'un moment, on se connaît entre nous, on sait sur quel live on peut avoir les informations. Je suis concerné personnellement parce que les charges augmentent, tout augmente, la vie coûte cher.
Mais aussi, ce que je vois chez mes patients qui n'ont pas toujours les moyens, arriver chez quelqu'un et voir qu'elle est diabétique et qu'elle n'a pas de quoi acheter un petit quelque chose pour pouvoir se resucrer si besoin, des fois mettre la main à la poche, ça existe aussi, ça existe. Tous ici demandent un alignement des prix martiniquais avec ceux de l'Hexagone. Et selon eux, les autorités ne seraient pas les seuls responsables. Nous sommes dans une colonie, voilà. Ça fait quoi qu'on était dans un département? On n'est pas dans un département. On est dans une colonie administrée par des maîtres béquets. Ce qu'on appelle les béquiers en Martinique, ce sont les descendants des familles de colons, qui possèdent aujourd'hui de nombreuses sociétés. La plus décriée s'appelle GBH. Dans les années 60, elle a prospéré dans le domaine de la distribution. À sa tête, Bernard Ayotte et son fils Stéphane. Il y a aussi le groupe Safo, dirigé par François VIII Despointes. Et le groupe Créo, dirigé par Patrick Fabre. Si ces entreprises et ces familles sont presque inconnues dans l'Hexagone, Johnny Ajar, lui, les connaît très bien. On est dans le quartier de Sainte-Thérèse là. Donc vous voyez Carrefour Dillon à gauche. Donc dès qu'on va avoir un Carrefour, c'est GBH. Quand on va avoir un Carrefour Marquette, c'est Safo. Cet ancien député est rapporteur d'une commission parlementaire sur le coût de la vie en Outre-mer. Pour vivre, on est obligé de passer par ces grands groupes. Il nous emmène faire un tour dans les zones commerciales du département. Donc là, on est dans un Carrefour qui est la franchise qui appartient au groupe GBH. Decathlon, Monsieur Bricolage, c'est le groupe GBH. Pour nous, voilà une marque détenue par le groupe GBH. On pense à l'automobile, mais les pièces automobiles aussi. Là, il y a Soumarec, c'est GBH. Yamber, c'est quoi? C'est GBH. Pendant 6 mois, il a enquêté sur ces sociétés. Mais même pour lui, leur fonctionnement reste opaque. On a découvert vraiment un système organisé avec un vrai savoir-faire, avec une vraie ingénierie, et ça, il faut le reconnaître. Ces grands groupes justifient les différences de prix avec l'Hexagone par le poids de l'octroi de mer et le coût des transports. Johnny Ajar les a questionnés sur leur chaîne logistique. Ce schéma-là vient du groupe Créo, à notre demande. Donc on voit bien les 14 intermédiaires, lorsqu'en France, il y en a 3. 14 intermédiaires qui facturent chaque étape de traitement de la marchandise et font une marge. Selon lui, derrière la plupart d'entre eux, se trouveraient des entreprises appartenant aussi à ces grands groupes. Les organisations ne sont pas optimisées pour aider le consommateur à avoir le prix le plus bas. Les organisations, donc les entreprises et la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement aident plutôt le grand groupe à accumuler ses marges et à faire des bénéfices au détriment du consommateur qui, lui, a un prix très élevé en bout de chaîne. Contactées, les entreprises reconnaissent posséder des sociétés qui interviennent dans la chaîne logistique, mais pas à chaque échelon. Elles nous affirment tout faire pour réduire les coûts pour les Martiniquais. Cette dépendance aux grandes familles de la distribution est-elle une fatalité? Sur ces terres au pied de la montagne Pelée, André Jude Cadas a pendant longtemps pensé le contraire. C'est citronnier entre 60 et 80 ans. Vous savez comment ça sent bon, toujours? Il a repris la ferme familiale avec son frère. Il cultive en bio, et pas seulement des bananes, la culture qui occupe la majorité des terres ici. Un savant mélange de laitue, de choux. Tu vois les papayers qu'on a commencé à planter un peu partout. Voilà. C'est bordé plus loin de bananes roses, assez exceptionnel. Pendant 9 ans, patates douces, giromont. André Jude a distribué ses fruits et légumes en circuit court. Il a organisé des points de collecte, la livraison. Tout cela sans intermédiaire. 400 familles pouvaient se nourrir localement grâce à lui.
Aujourd'hui, ces paniers de fruits et légumes ne sont vendus qu'aux voisins de son exploitation, une centaine de personnes, plutôt privilégiées. Il y a des oranges, il y a des avocats, il y a du concombre, il y a du giromont, il y a de l'ananas. Celui-là avec ces 6 œufs, la laitue, ça coûte 15 €. Et dans les grandes distributions? Ça coûterait, je pense, l'équivalent de entre 25 et 30 € facilement. André Jude a abandonné, car selon lui, en Martinique, c'est toujours le même problème. En logistique très simple, ce carton-là, voilà, un carton très banal, il coûte 1,50 €. On n'a qu'une seule cartonnerie. Et cette cartonnerie est dédiée à un seul grand groupe, on peut le dire, la coopérative Banamart, qui est la seule coopérative organisée, hein, voilà. Et tous les petits acteurs, s'ils veulent des cartons adaptés à leurs besoins, se fournissent de ce type de carton qui coûte 1,50 €. Pour sa petite entreprise, il aurait fallu que ces cartons soient 3 fois moins chers. Désormais, sa ferme tourne grâce à la vanille. Elle est cultivée sous cette serre. J'essaie quand même d'identifier les boutures. Comme je dis, c'est vraiment pas la période. Hein. Mais cette fois-ci, c'est lui qui exporte. Les épices qui voyagent sur les grandes tables, les grands chefs, etc., qui nous ouvrent des portes, qui nous ouvrent finalement un nouveau marché, qui permet à notre agroferme de survivre déjà, de survivre. Parce qu'avec notre AMAP seulement, notre circuit court, on ne survit pas. Ce jeudi, la CGT Martinique appelle les salariés à se mettre en grève. Les autorités locales annoncent qu'elles envisagent de baisser les taxes d'octroi de mer sur les produits de première nécessité. Mais cela suffira-t-il à calmer les manifestants qui dénoncent le système de distribution des béquets? On commence cette deuxième partie d'Envoyé spécial en prenant la direction du Proche-Orient. Depuis une semaine, les attaques contre le Hezbollah sont d'une rare intensité. Elles ont fait plusieurs centaines de morts au Liban et elles marquent peut-être le début d'un embrasement général dans toute la région.